Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui on va répondre à une question d'un lecteur du livre L'investissement immobilier locatif intelligent, qui s'appelle Julien aussi. Et sa question c'est, alors j'ai lu certains experts qui disent qu'il faut plutôt investir dans les villes moyennes, puisqu'avec le développement du télétravail, etc., il va y avoir un renouveau des villes moyennes aux dépens de Paris et des grandes métropoles, voilà, avec leurs inconvénients, les bouchons, etc. Donc le télétravail va permettre de travailler dans 10, dans 15, dans 20 ans, n'importe où, et donc il va y avoir un nouveau attrait pour les villes moyennes. Donc ça, c'est les premiers experts. Et d'un autre côté, il y a d'autres experts qui disent plutôt qu'il va y avoir accroissement du phénomène de concentration dans des grandes métropoles, voire dans une ville-monde à l'échelle de chaque pays, puisque les grandes entreprises veulent être près des plus grandes universités ou des plus grandes écoles, qui sont en principe dans les plus grandes villes d'un pays. Et voilà, et qu'il y a un attrait des cadres, on va dire, par les aspects culturels de ces métropoles, etc., ce qui fait que la main-d'œuvre qualifiée se concentre dans ces grandes villes. Et donc, il pourrait y avoir plutôt une désertion des villes moyennes qui va se poursuivre, et puis un accroissement de l'attrait des grandes métropoles. Donc la question de Julien, c'est quel est ton avis et lesquels de ces deux catégories d'experts ont raison? Avant de te répondre, d'ailleurs tu poses peut-être la question parce que tu considères que moi aussi je suis un expert de l'investissement immobilier locatif. Alors c'est vrai que le livre L'investissement immobilier locatif intelligent est devenu un best-seller, donc peut-être que c'est pour ça que tu me poses la question à moi en considérant que je suis un expert. Mais pour commencer à te répondre, je voudrais qu'on fasse un peu un zoom sur justement qu'est-ce que c'est que ces experts qui font des prévisions économiques à très long terme. Alors déjà on va regarder une expérience qui est issue de la recherche scientifique, où on avait isolé justement deux catégories d'experts différents, les météorologues d'une part et les médecins d'autre part. Alors les météorologues avaient reçu des données météo constatées, on leur avait demandé de faire des prévisions d'un côté, et de l'autre côté les médecins avaient reçu des données sur des cas de patients, sur des cas pathologiques, et on leur avait demandé de faire un diagnostic. Et au-delà du diagnostic des médecins et des prévisions des météorologues, on leur avait demandé de dire comment ils étaient confiants dans leur diagnostic. Et alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la croyance populaire, les météorologues furent relativement bons à cet exercice. Quand ils pensent que leur prévision est juste la moitié du temps, en fait, ils ont vraiment raison la moitié du temps. Quant aux médecins, en tant que groupe, ils firent une performance vraiment désastreuse. C'est-à-dire quand ils pensent qu'ils vont être exacts 90% du cas, en fait ils avaient raison dans seulement 15% des cas. Donc ils avaient donné un diagnostic exact dans seulement 15% des cas. Donc si on réfléchit un peu plus, quelle est la différence entre ces deux groupes d'experts? Eh bien les météorologues, ils ont l'habitude de donner des intervalles de confiance, c'est-à-dire qu'ils utilisent des expressions dans leurs prévisions comme il y a une forte probabilité pour que, il y a une petite chance, éventuellement, une large probabilité. Et ils reçoivent en général un feedback plus direct de leurs résultats que les médecins, parce que si je prévois qu'il pleut comme demain ou que le temps est gris un peu comme aujourd'hui, vous voyez derrière moi, demain je saurai si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Quand vous voyez un médecin, il aura plutôt tendance à vous dire « vous avez cette maladie précise, prenez un tel médicament et vous irez mieux d'ici 3 jours ». Il ne vous dira pas « je n'ai jamais vu ça avant, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que vous pensez que c'est contagieux ?» en commençant à se reculer un peu de vous. Bon, je sais pas, essayez donc ce médicament, ça marchera peut-être. Et puis revenez me voir dans une semaine, on verra bien ce que ça a donné. Le problème, c'est que dans certains cas, cette approche un peu caricaturelle que je viens de faire du diagnostic du médecin, c'est plutôt celle qu'il devrait faire, plutôt que de vous dire vous avez ça, c'est sûr, et puis je vous donne tel médicament. C'est-à-dire que la seconde approche, celle-là un peu aléatoire, j'en sais rien, on va bien voir, finalement, elle peut être meilleure que de partir sur une fausse piste et puis de s'y borner sans limite, en affichant une confiance sans limite sur le diagnostic établi, même si ce diagnostic il est potentiellement erroné. Et d'un autre côté, le patient, lui, il a envie d'entendre la première version, puisque ce qu'il veut, c'est repartir rassuré de sa visite chez le médecin sur sa maladie. Donc en fait, le problème un peu qu'on identifie dans cette expérience, c'est que notre société, en fait, elle confond la confiance affichée avec la compétence.
D'ailleurs, dans une autre expérimentation, les psychologues ont prouvé que les gens étaient prêts à payer plus cher pour des conseillers qui affichaient une vraie confiance en eux, même s'ils étaient inexacts. Alors l'expérience, c'était là des volontaires qui recevaient de l'argent pour deviner correctement le poids d'une personne. Et ce poids, ils le devinaient à partir d'une simple photo. Et à chaque tour, le volontaire devait choisir l'avis d'un expert présent parmi 4 experts. Mais l'expert, ce qui était intéressant, c'est que non seulement il donnait le poids qu'il estimait, mais aussi son degré de confiance sur son estimation. Alors dès le début, les avis des experts les plus confiants furent les plus achetés. Alors après, on continuait à envoyer d'autres photos, et puis on continuait le jeu avec les mêmes experts. Donc vous pourriez penser que si les experts ils étaient confiants qu'on les achetait, mais qu'ils se trompaient, on allait de moins en moins les acheter, et puis que les gens allaient évoluer sur l'achat des avis, sur cette simulation. Alors effectivement, le fait d'avoir eu plus de réponses fausses influençait bien pour la suite. Mais en fait, à un degré bien moindre que le degré de confiance annoncé. C'est-à-dire que si les experts qui avaient faux continuaient à avoir un degré de confiance énorme, les gens les achetaient un peu moins qu'au début, mais finalement, ils continuaient à acheter plus ces avis-là que ceux d'experts qui affichaient un degré de confiance moindre, mais qui jusqu'à maintenant s'étaient jamais ou rarement plantés. Alors une autre expérience sous IRM, celle-là du cerveau, elle a montré que des décisions financières d'ailleurs prises sous un avis d'expert, ça a atténué une zone du cerveau qui nous sert un peu à évaluer les probabilités, le pesage des probabilités. Alors maintenant, on va revenir à nos provisions, d'abord économiques, puis après à nos prévisions sur le marché de l'immobilier et puis ce que sera la société française dans 20 ou dans 25. Alors on pourrait penser que les prévisionnistes économiques ils se rapprochent un peu des météorologues dans leur approche. Et en fait, malheureusement, ils sont pires que les médecins. Ils feraient même passer les médecins pour des gens qui savent ce qu'ils font. Alors l'expérience qu'on a fait sur ces fameux conseillers en investissement, c'est qu'on a comparé cette fois un groupe d'étudiants et un groupe de conseillers en investissement. Et on leur donnait à chaque fois des paires d'actions, donc une action A et une action B, alors toutes des blue chips d'entreprises bien connues. On leur donnait les données sur les 12 derniers mois économiques, le secteur et puis le nom de l'entreprise. Et à chaque fois on leur demandait sur les 12 prochains mois, à votre avis, est-ce que c'est l'action A ou l'action B qui va surperformer l'autre? Alors le groupe d'étudiants était confiant à 59% dans ses prévisions et le groupe de conseillers en investissement, d'experts des prévisions économiques, était confiant à 65% dans leurs prévisions. Et en fait, le résultat, il a été bien pire qu'un pile ou face, puisqu'en fait, les étudiants ont eu raison 49% du temps, quand les professionnels de l'investissement ont, quant à eux, eu raison 40% du temps. Et ce qui est pire, c'est la raison qu'ils affichaient au départ pour leur confiance. On va dire sur leur confiance et sur leur facteur de décision. Les étudiants, ils avaient dit en premier rang, il y avait plusieurs items à classer pour choisir pourquoi ils avaient pris l'action A plutôt que l'action B. Et les étudiants, ils avaient mis intuition au premier rang. Alors que les professionnels de l'investissement, eux, ils avaient pris les thèmes autre connaissance, c'est-à-dire connaissance qui sortait en dehors qui venait en dehors de l'étude, en dehors du champ de ce qu'on leur avait donné comme données. Donc ça, c'est un exemple clair de l'illusion de la connaissance qui conduit à une surconfiance, mais une surconfiance finalement mal placée et risquée dans ses décisions. Vraiment, ce qui est impressionnant dans la surconfiance de certains prévisionnistes économiques, c'est leur impression qu'ils vont être plus malins que les autres et plus malins que le marché. Alors déjà en 1936, Keynes il expliquait ce phénomène et il disait que les investisseurs professionnels sont un peu comme les journaux où il y avait des concours à l'époque où on affichait 100 visages de femmes. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça passerait plus ce genre de concours et les abonnés au journal devaient deviner les 6 plus jolis visages au sein des photographies. Et le lot était attribué en fait au choix qui se rapprochera le plus du choix moyen de la majorité des autres lecteurs. Donc en fait, quand on veut essayer de gagner un genre de concours, il faut réfléchir en second niveau de pensée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les 6 filles qui ont le plus joli visage dans les 100 selon votre goût à vous. Parce que ça ne va pas marcher. Il faut essayer de trouver les 6 filles dans les 100 qui correspondent selon vous le plus au goût des autres compétiteurs. Sauf qu'on ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, les autres compétiteurs, eux non plus, ils ne choisissent pas les 6 filles qu'ils préfèrent dans la liste des 100 photos, mais ils essaient de regarder le problème aussi avec le même point de vue en cherchant les 6 filles que les autres préfèrent. Donc en fait, il ne s'agit ni de choisir les 6 plus jolis visages, ni même de choisir les 6 plus jolis visages selon la moyenne de la pensée des compétiteurs, mais on arrive là au 3e niveau de pensée, où en fait, on consacre notre intelligence à anticiper ce que l'opinion moyenne anticipera comme étant l'opinion moyenne. Et après, il y en a qui, je suppose, pratiqueront le 4e ou le 5e niveau de pensée.
Et donc ça, quand on cherche finalement à faire des prévisions économiques à long terme, qui sont un peu multifactorielles et multidimensionnelles, on se retrouve un peu dans ce genre de concours. D'ailleurs, on va s'amuser un peu parce que cette expérience des concours des journaux de 1936 où il fallait deviner les 6 plus jolis visages, elle peut être aisément reproduite et elle a été reproduite dans des, dans des expériences de ce qu'on appelle le behavioral investing, c'est-à-dire la finance comportementale. Et donc, on va essayer de la faire ensemble. Donc là, je vais vous faire un peu réfléchir et je vais vous demander de choisir un nombre entre 1 et 100. Et le gagnant sera celui dont le nombre choisi se rapprochera le plus des 2/3 du nombre moyen choisi par l'ensemble des participants. Alors, je vous laisse réfléchir une grosse trentaine de secondes pour vraiment faire l'exercice en conditions réelles. Et puis, on va revenir avec les résultats. Vous choisissez donc un nombre entre 1 et 100, vous le gardez en tête. Votre but, c'est d'essayer que ce nombre il corresponde aux 2/3 du nombre moyen choisi par l'ensemble des joueurs. Donc bon, on vous rajoute juste un joueur à l'expérience que j'ai dans les mains sur mon papier. Ce sera vous. Alors, on va afficher le graphique. Alors, première chose qu'on constate, c'est que le nombre choisi le plus élevé possible, qui pouvait potentiellement être la bonne réponse, c'était 67. Les 2/3 de 100, ça fait 67. 100 est le nombre maximal. Donc, si on prend plus de 67, on a forcément faux. Alors, le fait qu'il y ait des pics sur le graphique au-dessus de 67, c'est juste inquiétant pour le niveau intellectuel de nos congénères. Alors ensuite, dans la figure, dans le graphique, on voit plusieurs pics plus élevés que les autres. Donc le premier pic qu'on voit, il est à 50. Bon ben voilà, hein. 0, 100, boum, 50 c'est le milieu. Là c'est tous les Homer Simpson qui ont répondu. Ensuite on voit un autre pic à 33. Donc là, 33 c'est les 2/3 de 50 en fait. Là c'est toute la population qui pense que le reste de la population c'est Homer Simpson. Ils ont le degré intellectuel d'Homer Simpson. Et puis ensuite on a un pic à 22, d'ailleurs le plus élevé d'ailleurs. Et là c'est ceux qui pensent que tous les autres sont à 33. Ensuite, on va encore vers la gauche, et le plus grand pic qu'on retrouve, il est à 0. Alors, qui c'est qu'on trouve là à 0 ? En fait, on trouve tous les gens qui n'ont pas d'amis. Les mathématiciens qui sont dans la recherche académique en mathématiques. Puisque oui, en fait, l'équilibre de Nash, il est à 0. Hein, c'est-à-dire, le seul moyen pour que tout le monde ait juste à ce jeu, c'est que tout le monde choisisse 0, puisque 2/3 de 0, ça fait 0. Donc, si tout le monde a choisi 0, avec 0, vous avez la bonne réponse. Si vous avez 100 mathématiciens qui font le jeu, vous pouvez espérer avoir la bonne réponse en trouvant 0. Malheureusement, ça c'est la réponse correcte, que si tous les autres joueurs choisissent 0, et malheureusement dans la vraie vie, tout le monde n'est pas un mathématicien qui fait de la recherche académique. Et enfin, le dernier pic significatif, il est à 1. Bon là, c'est les... on retrouve nos mathématiciens, sauf qu'ils ont été invités un jour à une soirée, et puis ils ont aperçu que le reste du monde n'était pas forcément comme eux. Il y en avait peut-être un ou deux qui ne seraient pas comme eux, donc ils ont tenté un. Donc dans ce jeu qui est typique un peu de la représentation de à quel point il est difficile de faire des prévisions économiques, le nombre moyen choisi, il était à 26, ce qui donnait 17 pour les 2/3. Et si on regarde sur le graphique, on voit que seulement 3 concurrents avaient choisi 17. Bon, moi, pour la petite histoire, j'avais choisi 22, j'étais sur un des gros pics, je ne sais pas vous ce que vous aviez choisi. Donc ce jeu est pour moi ce qui illustre le mieux l'illusion des prévisions en économie, en finance, sur le prix des matières premières, sur les prix de l'immobilier, sur la physionomie du marché immobilier dans 30 ans. Voilà, ça illustre vraiment l'illusion de faire des prévisions économiques là-dessus. Et donc tous ceux qui font appel à des prévisionnistes font en fait appel à des gens qui se disent capables de rentrer sur le marché avant tout le monde et mieux que tout le monde, de savoir en sortir avant tout le monde au bon moment, bref, d'être plus malin que tout le monde. Du moins assez malin pour avoir un temps d'avance sur les autres. Or le résultat de ce jeu, il illustre on ne peut mieux à quel point il est difficile, voire impossible dans des domaines mettant en jeu l'anticipation du comportement d'une foule d'acteurs qui agissent de façon un peu désordonnée, de n'être serait-ce qu'un pas en avant sur tout le monde. Donc j'espère que vous ne sortirez pas des gros billets pour acheter des prévisions économiques à 20 ou 30 ans dans tel domaine à un prétendu expert qui se prétend comme tel, parce que clairement pour moi c'est idiot, c'est complètement idiot de faire ça.
Si l'expert, de toute façon, il était sûr de ses prévisions, il aurait des moyens de s'enrichir à très court terme et il ne s'en viendrait pas à essayer de les vendre. Bon, alors maintenant, on va revenir à nos moutons de questions de départ du lecteur sur le marché immobilier dans 20 ans. Alors, est-ce qu'on va tendre vers un retour des villes moyennes, puisque les gens vont ressortir des métropoles engorgées, on va dire, par les bouchons, la pollution, un coût de la vie élevé, enfin voilà, que des inconvénients côté qualité de vie, au-delà peut-être les sorties culturelles qui sont plutôt dans les grandes villes. Grâce au télétravail, voilà, et puis peut-être aller un jour par semaine à Paris avec le TGV. Ou est-ce que dans 30 ans, on se sera encore plus concentré sur 4-5 grandes métropoles françaises où il y aura les meilleures écoles, les cadres les plus élevés et où les entreprises, on va dire, qui cherchent le plus de matières grises se seront installées et auront rayonné en tour avec un pouvoir d'achat qui se concentrera dans ces grandes villes. La réponse, vous allez vous en douter avec ce qu'on a fait avant, c'est que j'en sais rien. Il y a une catégorie d'experts qui va vous prétendre que c'est la première solution. Il y a une deuxième catégorie qui va vous dire c'est la seconde. Moi, j'en sais rien. Je me contente d'investir. Plutôt que de tirer des plans sur la comète et de réfléchir à ça. Donc, voilà. Ce qui est bien, vous pouvez, s'il y a une ville moyenne près de chez vous, vous commencez à investir près de chez vous, vous allez avoir des rentabilités intéressantes. Et ça va être très bien, puisque comme j'explique dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, on a des avantages que je décris à investir près de chez soi. Et puis voilà, au bout d'un moment, si vous arrivez à avoir un certain nombre de biens immobiliers, moi j'ai fait une autre vidéo là que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passe quand on franchit le palier des 10 biens immobiliers locatifs. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez aussi investir un peu en métropole pour diversifier vos patrimoines dans des grandes métropoles sur des biens plus patrimoniaux. Voilà, mais on va dire investissez là où il y a de l'intérêt, mais voilà, évitez de faire des prévisions conjoncturelles comme ça, en pariant sur un essor du télétravail, en pariant sur une concentration où tout sera dans 3 grandes villes françaises, où je dis n'importe quoi. Toute la valeur ajoutée sera dans l'aéronautique, donc vous mettez toutes vos billes à Toulouse. Voilà, faire des prévisions comme ça, on ne peut pas. Donc c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Ce que je peux vous dire un peu, c'est que tous les exemples que j'ai donnés là sur la finance comportementale, sur ces expériences, ils sortent du livre The Little Book of Behavioral Investing de James Montier. C'est un livre intéressant par contre qui est qu'en anglais. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse le lien vers mon blog et puis vers mes livres dans la description de la vidéo ci-dessous, donc notamment mon livre sur l'immobilier qui est celui qui est un best-seller, donc qui est le plus connu, mais j'en ai aussi écrit un sur l'investissement en bourse. Et je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements.